Je vais faire d'abord un tout petit exo qui va un peu au-delà de ce que vous avez vu, toujours avec du code. C'est de la modélisation pour quelques minutes. Et après, on va revenir à Branch and Bound. On va faire d'autres exos de Branch and Bound. Est-ce que vous vous rappelez ce jeu de Monopoly? Ça n'a pas l'air d'être un problème d'optime classique, mais on va essayer de le modéliser, même si ça me paraît par défaut difficile à modéliser. Vous vous rappelez? On part de Go. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va sauter 2 cases ou 3 cases. Et qu'est-ce qu'on peut faire à toute étape? Quitter le jeu avec l'argent récupéré déjà. On est d'accord? Vous vous rappelez la solution par exemple pour cette configuration? Il fallait sauter sur 15. Ensuite sur moins 8 et 3 et 6. Ok. Comment vous pensez qu'on peut aborder ce type de problème grâce à un langage de modélisation comme Julia ou GLP-Sol? Quelles sont les variables? Comment vous abordez la question? Pardon? Avec les variables binaires. On va avoir des variables binaires, par exemple, je les appelle X, qui vont représenter quoi? Les cases sur lesquelles on saute. Donc, je peux avoir des variables X qui vont m'indiquer les cases sur lesquelles on va sauter. Voilà, en Julia, on va écrire le modèle comme ça. Ça, vous connaissez déjà. N égale 9, j'ai 9 cases. Question, remarque, ça c'est mon tableau de bénéfices, si vous voulez. C'est la même chose que les valeurs que vous voyez ici, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je maximise ici grâce à cette somme? Les bénéfices que je ramasse. Parce que pour chaque i de 1 à n, si je saute sur la case xi, je ramasse le bénéfice i, qui est des fois négatif. Et donc jusqu'ici, ça a l'air relativement facile. Mais c'est un problème un peu plus difficile tout à l'heure. Vous allez voir tout de suite. Comment on va coder le fait d'avancer toujours 2 ou 3 cases? Et que pensez-vous de ces 2 contraintes pour me donner cette idée? Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Xi plus... Focalisez-vous d'abord, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je prends n'importe quelle 2 cases voisines, je n'ai pas le droit de les sélectionner toutes les 2. D'accord? Parce que si je sélectionne 2 cases voisines, ça va donner 2. Mais pourquoi je vais avec i? J'installe cette contrainte pour chaque i de 1 à n-1. Pourquoi pas jusqu'à n? En position n, on n'a pas le successeur. Oui, si je vais jusqu'à n, je ne vais pas avoir le successeur i plus 1. Et sur la même logique, pour la deuxième contrainte en gris, je m'arrête à n-2 pour être sûr de pouvoir parler de i plus 2, sans sortir de la plage de valeurs d'indice correct. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai 3 cases voisines, je suis obligé je prends n'importe quelle 3 cases voisines, 3 cases consécutives. Si je prends ces 3 cases, je suis obligé de sauter sur une des 3. Pourquoi? Parce que si je sélectionne aucune case parmi ces 3, c'est pas accepté et ça reviendrait à un saut de 4. Parce que, ouais, ça va pas. Alors, on s'interdit les sauts de 4 et même de plus. Oui, on s'interdit de laisser 3 cases vides l'une après l'autre. Parce que ça représenterait un saut supérieur à 3.
Ok, donc je peux prendre ce code, je vais pas le retaper à 0, de 0, mais vous allez voir, c'est pas complet. Pour finir, comment interdire de sauter sur la première case qui a une valeur de 0? C'est tout simple ça. Oui, x1 égale 0. Pardonnez-moi d'aller dans du code LaTeX maintenant. J'ai rédigé mes slides en LaTeX. Et je cherche par exemple interdire. Je récupère le code, c'est tout. Tac, tac, tac. C'est du code LaTeX, c'est un peu bizarre. Tac, mais je reviens sur mon fichier. Donc je suis au slide 17. J'ouvre le fichier slide17.jl que je vais partager avec vous plus tard. Ok, j'ai le code que je viens qui était affiché sur le slide de tout à l'heure, d'accord? Regardez un peu. D'accord? Question de remarques. Je vous laisse lire. Je vais juste bouger la fenêtre Julia. Vous pouvez encore lire le code. Mais je l'exécute ici avec include slide 17JL. Et voilà ce que ça m'a donné. Je saute pas sur la première case ni sur la deuxième parce que ça me coûte soit 0 soit moins 21. Ça je saute sur, je récupère 15. Ça c'est la case moins 8, la case 3 et la case 6. La dernière case, pardon, je sais plus. Oui, la case avec la valeur 6, la dernière. Des questions, des remarques, prenez une seconde, quelques secondes pour regarder ça si vous voulez. Je reviens pas en arrière. Une contrainte qui dirait que je ne dois pas revenir en arrière. Ouais, il ne va pas chercher les cases d'avant. Je ne sais pas si on a besoin de dire ça d'une manière explicite. Ouais. Parce que moi, j'ai pas un sens de parcours explicite. Je sélectionne que les cases sur lesquelles je saute. Et une fois que j'ai sélectionné les cases comme ça, vous voyez, pour le langage de modélisation, pour Julia, il ne voit pas en quelconque sens. D'accord, ok. J'aurais pu les sauter en sens inverse. Pour lui, il ne voit pas ça. Et finalement, le problème, il est équivalent. J'aurais pu sauter en sens inverse, sauf la première case, elle est particulière. J'ai pas le droit de sauter sur le premier 0. Mais si vous réfléchissez bien, la modélisation elle n'est pas vraiment complète. Je reviens au slide, sauf si vous avez une autre remarque. Pourquoi la modélisation n'est pas complète? Il y a une action que vous avez peut-être oubliée. On a le droit de quitter le jeu à n'importe quel moment. Vous vous rappelez? Pourquoi? Dans le problème de tout à l'heure, par exemple, si je change les données et je lui inflige que des valeurs négatives par là, ici, la valeur optimale, ça consiste à sauter sur 15 et à quitter le jeu tout de suite. Parce que sinon, il va se taper, si je peux parler comme ça, que des bénéfices négatifs, que des pénalités. Je lance le code. Voilà, il a gagné, au lieu de gagner 15, il a sauté sur d'autres cases par la suite. Il a perdu de l'argent. Donc c'est une des questions de modélisation la plus difficile que j'ai abordée jusqu'à aujourd'hui. Comment coder l'action de pouvoir quitter le jeu? Je vais raisonner comme ça. Si on quitte le jeu à la case numéro M, je vais me dire que toutes les cases d'un indice supérieur ou égal à M sont annulées. Donc j'aurai besoin d'une autre variable qui va représenter, si vous voulez, les cases que j'ignore. Parce que si à partir, si je quitte le jeu à la case M,
j'ignore toutes les autres cases. Elles sont oubliées. Donc vous comprenez que j'ai besoin d'une deuxième variable, toujours binaire, que j'appelle y, qui va coder le fait que si je saute sur la case i, si j'annule la case i, si j'ai y qui égale 1, je dis que la case i est annulée. Vous m'avez suivi ici, je pense. Mais la plus difficile question, vous l'anticipez. La plus difficile question, c'est lier les variables x aux variables y. Question des remarques. Il y a un truc que j'ai pas compris en fait. Ce qui est annulé quand on fait y de i, C'est la cellule ou, la cellule. ou toutes les cellules à partir de la cellule initiale. On va toujours annuler toutes les cellules à partir d'un indice. D'accord. Ce que je veux avoir, dans le tableau y, je vais démarrer avec des zéros, et à partir d'un moment, je passe à 1, et après, toutes les autres valeurs qui restent vont être à 1. Donc, par exemple, pour ce type de, par exemple ici, la variable y que je souhaite avoir, pour cet exemple, je mets ici y, c'est pas du code, mais ce que je souhaite avoir, ça c'est pas annulé, donc 0, ça c'est pas annulé, mais ici, à partir, sur celle-là, je suis pas obligé de l'annuler parce que, si vous voulez, je peux pas sauter sur ça, mais ça je l'annule. Je vais dire que la case moins 8 est annulée parce que j'ai quitté le jeu. À partir de là, toutes les autres cases vont être annulées. Parce qu'une fois que j'ai décidé de quitter le jeu, toutes les cases qui restent sur la table, toujours devant moi, sont annulées. C'est comme si on continuait le jeu, mais qu'on mettait tous les profits à 0 derrière. C'est un peu ça. Même si on saute dessus, on peut le voir comme ça. Donc, tout ce qui reste devant, c'est frappé de nullité. C'est y qui égale 1. D'autres questions, remarques? Profitez parce que les gens qui sont en distance vont avoir la vidéo mais ne peuvent pas poser de questions. Je vais maintenant décrire ces variables y. C'est l'état d'annulation d'une case. Comment je vais le décrire? Donc, si je mets y qui égale 1, je ne peux pas sauter sur la case i, d'accord? C'est ça l'idée. Voilà. Je vais déclarer la variable y comme binaire. Ça, vous comprenez, c'est la construction du langage. Et je vais mettre cette contrainte-là. xi plus yi inférieur ou égal à 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si y égale 1, x pourra pas être égal à 1. Oui, si j'annule la case i, ça veut dire si je mets y qui égale 1, je ne peux pas sauter sur i. Ok? Question des remarques? C'est pas fini. Qu'est-ce que je veux dire par la suite? Enfin, je pense que c'est fini. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous comprenez par cette contrainte-là? Que si y égale 1, alors les suivantes aussi. Oui. À partir du moment où j'ai une case annulée, tout ce qui est à droite va devenir naturellement annulé grâce à cette contrainte. Et la dernière contrainte, qu'est-ce que je veux faire par là? Rappelez-vous, tout à l'heure, dans le code au moins, on avait écrit, dans mon code, j'avais écrit ça. Pour l'obliger de ne pas laisser 3 cases vides, l'une après l'autre. Et là, je lui dis un truc un peu plus bizarre. Qu'est-ce que je veux dire par là?
c'est la plus difficile modélisation que je vais faire dans ce cours. En fait, si j'oublie les Y, et si je lui dis que cette somme doit être supérieure ou égale à 1, je vais l'obliger de sélectionner une case parmi n'importe quelle 3 cases consécutives, y compris les 3 dernières, par exemple. Même si j'ai quitté le jeu. Mais là, je me dis, si j'ai 3 cases voisines, il y a 2 possibilités. Soit les cases ne sont pas annulées, et dans ce cas-là, je dois sélectionner une des 3. Soit j'ai annulé une de ces 3 cases, et si j'ai annulé une de ces 3 cases, il n'y a plus de contrainte de sauter sur elle. Bon, c'est un peu tordu, je sais. Déjà, on a déjà la contrainte xi plus 1 plus xi plus 2 et doit être supérieur ou égal à 1, si je me rappelle. Mais je la coupe. Je le remplace avec celle-là. Ah, d'accord, ça remplace. Ça remplace, oui. Ok. Ok. Donc maintenant, on doit avoir une valeur parmi celles-là. Oui. On doit avoir un 1 quelque part et des 0 Oui. ailleurs. Oui. Ok. Si j'ai un 1 sur un X, ça veut dire que je saute sur une des cases. D'accord. Si j'ai un 1 parmi les Y, ça veut dire que j'annule une des cases. C'est la deuxième partie que on va avoir. Donc si on aura 1 sur un des Y. J'ai annulé des cases. J'ai quitté le jeu. Et je suis plus obligé de mettre un X. Ouais. J'ai quitté le jeu sur l'une des 3 cases. Oui. Sur l'un des Ouais. profils. Oui. Si je quitte le jeu à la case I, par exemple, ça va être annulé aussi, mais j'ai plus d'obligation sur les X. Sur les cases, les X n'ont plus d'obligation au niveau des cases I, Y plus 1, I plus 2. Parce qu'elles sont annulées. Donc, j'impose pas de sélectionner un X. Oui. Donc, Donc, avec... s'il y a un 1 sur l'un des 3 YI consécutifs, je peux ne pas sauter sur les cases. c'est pas c'est je dois. Je peux pas sauter sur. Je peux pas sauter sur X1, X, enfin X. En fait, si j'annule c'est que supérieur, donc ça pourrait être égal à 2, pardon. oui. Ah, oui. Si j'annule I plus 2, j'ai le droit de sauter sur I plus 1. D'accord. Mais je ne vais jamais avoir le droit d'annuler I plus 2 et sélectionner X I plus 2 parce que j'ai ça aussi. Donc comme ça, le jeu de Monopoly que j'ai présenté au début, il est modélisé grâce à ce type de contrainte. C'est pas facile, c'est le point le plus difficile que je vais faire aujourd'hui. Et derrière, il va faire tourner un algo de branch and bound comme celui que j'ai fait quand j'ai commencé le cours avec ce jeu. Vous pouvez continuer à réfléchir parce que moi je cherche le code dans mon fichier LaTeX. Qu'est-ce qu'il me en reste? Tac. Ça j'ai déjà copié et on va l'exécuter. Ça c'est, j'ajoute les variables y. Donc dans mon code ici, j'ai les variables x, les variables, excusez-moi, donc bon, je vais afficher le code bientôt. Les variables y, je les mets ici. Et les contraintes sur y que je viens de discuter avec vous, en fait, je les ai dans ce code. Sur y, j'ai ces 3 contraintes là que je viens de discuter avec vous, et comme je viens de dire, j'efface celle-là. Plus besoin de celle-là. Ok. Je suis au slide 19. Ok, slide 19.jl. Donc tout à l'heure j'étais slide 19.jl, je suis là, ok. Jetez un dernier coup d'œil si vous voulez. Et on va voir ce que ça donne du moment où j'ai mis des profils négatifs.
si j'exécute slide 17 de tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Ici, slide 17. J'avais laissé cette explication. Slide 17, c'était comme tout à l'heure. Au lieu de gagner 15, il va sauter sur tout ça, grâce à ces valeurs de X. Après, je vais exécuter slide 19, où j'introduis les nouvelles variables, j'affiche X ici, et après j'affiche Y. Et on va voir ce qu'il dit. Donc là, j'ai plus trop de place. Slide 19. Problème. Il me renvoie 5 et il sélectionne aucun des Y. J'ai dû oublier quelque chose. Tac, tac, tac. Vous avez gardé les deux contraintes, c'est pas ça? Bien vu. Oui, merci beaucoup. J'avais obligé de toute façon X à sauter comme ça. Oui, merci beaucoup. Donc, CTRL L et Pardon. Merci beaucoup. Et là, il n'a plus d'obligation à sauter. Il va sauter sur 15, la troisième case, et il va tout annuler. Au lieu de sauter sur moins 7 et les autres, il annule tout à partir de cette case-là. Et il gagne 15. Là, si je reviens au problème que j'avais tout au départ, si je mets positif ici, il ne va pas annuler de cases. Il va tout prendre parce qu'il va prendre la solution que j'ai présentée dès le départ, qui vaut 16, qui saute jusqu'à la dernière case et il annule rien. Et si jamais je m'amuse à lui donner des variables négatives, des valeurs négatives dès le départ, il a réussi à gagner 4 €. J'ai oublié de lui dire de ne pas sauter sur la première case. Il a sauté sur 0, sur moins 5, sur 3 et 6. Malin. Vous comprenez, si je veux lui interdire la case 0, c'est trop facile à écrire la contrainte. Voilà. Et si je lui donne ici ça, il a tout annulé. J'ai une autre manière de... Que va se passer avec ce problème? Là, si au lieu de 9 cases, sur le de 9, j'en ai plus, j'ai plus de cases. Voilà comment je peux écrire le modèle. Le tableau de bénéfices, parce que c'est les seules données de ce problème, c'est les bénéfices. Je lui donne par exemple ce truc-là, multiplié 20 fois, grâce à repeat. Ok, donc je finis ça, slide 20.jl. Là, c'est là pour la première fois, je résous un problème difficile, parce qu'au lieu d'avoir seulement 9 variables, c'est difficile au sens computationnel, mais c'est le même problème. Au lieu de 9 variables, je vais avoir... ça, c'est le code final que vous avez. Pardonnez-moi, excusez-moi. Donc, j'essaie de sélectionner ça. C'est un peu moche. B égale, pardonnez-moi, repeat. Disons, je répète ça 20 fois. Donc, ça va être un tableau. Bon, répétez ça 20 fois. Il me semble qu'il a intérêt à ne pas sauter, à annuler, parce qu'à partir de là, je pense qu'il va perdre du moment où il sélectionne un moins 4. Ok, N. N, ça va être
la longueur du tableau B, du tableau de bénéfices. Admettons, je commence avec, je répète ça que 2 fois pour voir déjà comment ça marche pour ces données-là. Ok. Sur slide 20. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que on peut ne pas avoir on peut ne pas pouvoir calculer la solution de tête. Ce que j'ai écrit quelque part. Regardez ce que vous faites. À la ligne 3, il a trouvé un truc. C'est un mauvais copier-coller. Un caractère invalide. C'est un mauvais copier-coller. Ça fait partie du jeu, malheureusement. C'est triste. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais ça, vous comprenez? C'est le tiret, il y a plusieurs tirets. C'est triste, une erreur toute bête, mais... Ok, ce qu'il a fait, il a sauté sur la première case, donc on s'embête pas avec ça. En théorie, il ne devrait pas sauter sur la première case, mais on oublie ça. C'est pas trop dur à imposer ça. Il a juste récupéré la première case qui vaut 1. Parce que sinon, quoi qu'il fasse, il va perdre. Ok. Pour afficher ça d'une manière plus sympa, je vais mettre un int. Comme ça, j'affiche pas le point 0. Ok. Int point. Vous comprenez? Ok. Ok. Je répète ça beaucoup de fois. L'affichage, ça va être dégueulasse. Mais vous comprenez, ça marche encore. Il a sauté sur la toute première case, il a annulé le reste. Là, je commence à jouer un peu avec les valeurs. Si je lui donne, je sais pas, en 3 là et en 2, ouais, j'augmente un peu les bénéfices. Vous voyez? Donc du coup, quand il va mélanger tout ça, il faut voir. Il arrive à récupérer 21 €. Il va sauter sur beaucoup de cases parce qu'il arrive à trouver des bénéfices positifs. J'augmente à 50. Ok. Ça reste un problème facile, je pense, s'il arrive. Il réfléchit déjà un peu plus. Vous avez vu. Donc, pour 20, je peux écrire comme ça, time it, ou time tout court, avec at, avec une valeur de 20. Il a pris 0,3 secondes. Ok. Une valeur de... Ok, j'augmente la taille de mes choses. Il a pris 2 secondes. Je double. Là, il travaille. Ok, il est passé à 6 secondes et demie. Je double encore. Est-ce que le temps va doubler ou tripler? Ça risque de tripler ou voire quadrupler. Parce que c'est de plus en plus difficile. C'est pas linéaire. Je pense que c'est pas linéaire. Quoique c'est difficile d'anticiper parce qu'ils utilisent beaucoup de techniques très intéressantes. Je pense qu'il a plus ou moins triplé. Il était parti de 6 et quelques. Il est arrivé vers 17. Ok, donc je double encore une fois. Il peut prendre peut-être une belle minute à faire ça. Bon. Ils sont plus efficaces que ça. Pardon? Un autre solver, ça peut faire. Ah, après on teste un autre solver, oui, tout de suite. Oui. On va tester pour... Même avec
Ah, par défaut, il donne le timing. Donc, pour 200, il était à 6 secondes, GLPK. Bon, peut-être pas nécessaire je peux l'arrêter, vous comprenez. Mais ça augmente pas si vite que ça. Ça aurait pu faire... ok, je sais même pas si je peux l'arrêter facilement. Mais bon, avant de finir, je voudrais vous poser une question. Juste pour finir, j'ai ce slide avec tout le code. J'ai mis mes variables binaires. Ok, mes variables sont binaires. Mais là, on peut faire la relaxation linéaire que j'ai présentée dans les autres cours, où je considère que les variables ne sont pas binaires. Donc la relaxation linéaire, en fait, qu'est-ce qu'il va se permettre de faire? Il va mettre chaque variable x entre 0 et 1, mais il va pouvoir s'amuser à mettre 0,7, 0,9, ce qui veut rien dire. Mais pour lui, c'est un modèle avec des inégalités. Ça ne veut rien dire, mais quand il fait le calcul, il peut le faire. Ok, celui-là, je l'ai arrêté, mais je reviens avec 200, j'étais à 6 secondes, c'est ça? Si j'ai bonne mémoire. Après, je vais enlever le bin. 6,6, admettons. J'enlève le bin, mais je mets les bornes. D'accord? Ah, une erreur d'arrondi. Quand il veut arrondir la solution qu'il veut afficher, c'est juste qu'il a du mal à afficher une solution qui n'est pas entière, parce que ici je lui ai donné ça, vous comprenez? Je lui ai demandé d'arrondir. Donc de 6 secondes, il est revenu à 1 seconde. Il a mis 0,3 partout, même si ça ne veut rien dire. Mais vous comprenez, pour lui, c'est la relaxation linéaire plus rapide à calculer, parce qu'il n'y a pas de décision binaire. Et là, à la place de GLPK, je mets CBC. Toujours pour 200, juste pour comparer plusieurs solveurs. C'est intéressant. Là, il charge le solveur la toute première fois. C'est pour ça qu'il a besoin de temps. Je relance. Là, je suis toujours sur la relaxation. Donc, au lieu d'une seconde, il est à 0,3. Et si je passe en mode binaire, tac. Là, il fait l'arbre de branch and bound. Il est à 3 secondes à la place de 6. Vous affiche des choses. Sur tout ce qu'il a fait, il a ajouté des coupes. Coupe Gomori, je vais présenter ça plus tard, toutes sortes de coupes. Quand il dit added rows, il a ajouté des coupes. Je vais vous présenter ça plus tard aujourd'hui, d'ici 2 semaines, ce que c'est les coupes. Mais là, il donne des informations sur, branch and bound. Il donne des infos sur le branch and bound qu'il a exécuté. Voilà, il a utilisé des heuristiques, plusieurs choses. C'est une usine à gaz, je ne peux pas vous donner des infos plus exactes que ça. Mais vous comprenez qu'il a fait 3 secondes. Je connais aussi Cplex. Ah, je l'ai pas. Un autre solveur, je dois l'avoir, j'espère Gurobi. Pardon? Oui, mais je pensais l'avoir installé. Parce que pour des raisons académiques, pour les enseignements, c'est gratuit. Si on fait les instances, si on fait les licences et tout. Excusez-moi, non, j'ai pas Gurobi non plus. Hive, il est plus efficace que les deux. Ah, merci, mais je l'ai pas. C'est comme ça? HS, ouais, voilà. Je pense ne pas l'avoir.
Est-ce que ça vous paraît intéressant de l'installer maintenant pour voir est-ce qu'il est gigantesque? Non, il veut s'installer. Ça vous intéresse ou bon, vous avez compris le principe? C'est bon? Donc vous avez plusieurs solveurs et ça peut faire plus vite. Donc moi, admettons, je reste avec GLPK. Et vous avez compris. Et je garde le slide comme ça en binaire. Ok. Vous avez vu une question difficile à modéliser. Là, je préfère, même si c'est un peu trop tôt, je vais passer à l'algorithme de branch and bound. La dernière fois, si vous vous rappelez, j'ai évoqué avec vous par branch and bound ce problème, vous vous rappelez. Je l'ai présenté plusieurs fois, le problème du cambrioleur. Vous vous rappelez? Ça, c'est la zone réalisable du problème du cambrioleur. Ça, c'est la contrainte en rouge du poids. Et le carré rouge, c'est la solution optimale. Vous vous rappelez, j'ai déroulé avec vous le branch and bound sur ce problème. Là, je peux donner une autre solution, juste le slide. Comment ça marche? C'est pas la même solution que j'ai donnée la dernière fois. Pourquoi? Comment ça marche le branch and bound? J'essaie de le rappeler et après je fais une pause. Ça, c'est la solution optimale du problème en nombre réel, la relaxation linéaire, plus rapide à calculer. À la racine de l'arbre de branching, la valeur c'est 7,7. x1 de 2,5, x2 0. Pourquoi c'est une borne sup? Je maximise et je m'autorise plus de liberté. Ok? Et à partir de là, ce que je vous conseille, si je vous donne cet exo à l'examen, le plus simple, au lieu c'est de faire des branches comme ça, même s'il y a 3 branches. Dans chaque branche, vous fixez complètement une variable. x1 égale 2, x1 égale 0 et x1 égale 1. Pourquoi c'est plus facile? Du moment où vous fixez une variable, et vous avez 2 variables, vous allez avoir un branch bound avec 2 variables, vous restez avec un programme avec une seule variable. La plus simple branche à comprendre, c'est pour x1 égale 0. Parce que si je fixe x1 égale 0, tout simplement la variable x1 disparaît du problème. Donc je me retrouve avec maximiser x2, un problème d'optime avec une seule variable, sujet à quoi? La première contrainte, x1 à sauter, c'est 20 sur 3, la borne sup, qui est ça. La deuxième contrainte, c'est 32 sur 6, qui vaut ça. Donc la solution qu'on va retrouver, si je prends x1 égale 0, est 5,33, qui est inférieur à la borne inférieure. La borne inférieure de 7, oui, je l'ai trouvé, si vous voulez, je l'aurais trouvé grâce à la branche x1 égale 2. Des questions, des remarques? Comment j'ai calculé la branche x1 égale 2? Je remplace x1 par 2, je me retrouve avec 6 plus x2. Et si je fais de simples manipulations, je réarrange les termes. Croyez-moi, je finis avec ça, qui me donne une solution optimale quand j'ai x2 inférieur à ces deux choses. Le max c'est 1,33. C'est pas entier, ça va pas. Je vais avoir 2 branches pour x2. Ça peut être soit 0 soit 1. Pour 0, ça me donne un profit de 6. Pour 2, ça me donne un profit de 1. Pardon? Pardon, 7, excusez-moi. x2 égale 1 et profit de 7. Donc, si j'évalue d'abord cette branche-là, quand j'arrive à cette branche-là, j'ai... Ouais. Et la dernière branche, c'est x1 égale 1. Je me retrouve avec 3 plus x2. Je simplifie, j'obtiens ces 2 contraintes-là. Et après, j'ai x2 égale 4, mais comme solution un nombre réel.
Si on veut être très rigoureux, voire procédurier, je peux peut-être me dire que la solution optimale, c'est pas forcément un nombre entier, c'est pas avec 4, mais bon. Ici, j'ai essayé toutes les valeurs possibles de x2 pour voir combien ça me donne. Et comme ça, j'ai trouvé la deuxième solution optimale du problème. Vous rappelez? Donc ça, c'est le brainstorm. La semaine dernière, j'ai donné une autre manière de résoudre ça. Que pensez-vous? Je peux vous laisser regarder un peu. Dérouler avec les inégalités. Ça veut dire... Inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à... Enfin, quand on a une... Oui, la dernière fois, on a fait des inégalités. L'avantage, c'est que j'avais 2 branches. Mais dans chaque branche... ça revient au même. Mais dans chaque branche, je me suis retrouvé quand même avec 2 variables à gérer. Comme ça, si à la place d'inégalité, j'ai des égalités, j'ai 3 branches avec une seule variable dans chaque branche. Donc si vous voulez un exemple de problème type à donner à l'examen, c'est je prends le même problème que tout à l'heure, mais que se passe-t-il si je remplace 32 par 29? La contrainte bleue, si vous voulez, elle va pousser les solutions réalisables vers le bas. La nouvelle contrainte bleue correspond à 29. Mais la solution optimale en nombre réel que j'avais tout à l'heure reste la même, parce que je ne la touche pas. On fait la contrainte de volume, c'est la contrainte de volume pour le cambrioleur, elle est très laxiste. Elle gêne rien au niveau de cette solution optimale, mais si vous voulez, elle coupe l'autre solution optimale, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui revenait à sélectionner 4 paquets de billets. Avec 4 paquets de billets, les 2 contraintes étaient un peu à la limite. J'étais là. Le volume, il était poussé presque au maximum, et la contrainte de poids, j'utilisais tout le poids disponible, vous comprenez? Mais là, j'ai coupé une des solutions optimales, donc le nombre de points noirs, qui représentent des solutions en nombre entier, a diminué un peu, ce qui fait que finalement le branch bound qu'on va obtenir va être vraiment différent. Donc je m'arrête là avant de faire une pause, mais je peux vous laisser sur slide. Comment je vais faire à l'examen, ce que je vais faire pour ce type de problème, je vais donner la solution en nombre réel. D'accord? Et après, je vais vous montrer comment ça marche le branch bound le plus rapidement possible. Mais il est 20h. On fait une pause. Comment ça va marcher le branch bound? Pour ça, voici une solution. Que pensez-vous vis-à-vis de tout à l'heure? La solution optimale est la même. Le point rouge. Donc à la racine, c'est strictement pareil. La branche x1 égale 2, elle me donne la même chose. Pourquoi? Quand je regarde que se passe pour x1 égale 2, c'est ça ma zone réalisable, cette ligne-là, qui n'a pas été touchée par le fait que je baisse un peu le volume. Mais, que se passe-t-il? Pour x égale 0, dites-moi, là je dois intervenir. Pour x1 égale 0, ici je pense qu'il doit y avoir... J'ai perdu quelque part, parce qu'au lieu d'avoir 32 sur 6, je dois avoir 29 sur 6, qui est 4,66. Je dois corriger le slide. Mais en tout cas, ne pas prendre une seule barre d'or,
la solution relâchée ici, elle n'est pas bonne. D'accord. Et que se passe-t-il pour... L'essentiel, c'est ce qui se passe pour x égale 1, parce que c'est là que ça se joue. Si je coupais cette branche plus vite que tout à l'heure, pourquoi? Ma zone réalisable a été réduite pour x1 égale 2. Au lieu d'avoir cette ligne-là, j'ai quelque chose de plus petit. Donc du coup, la première contrainte, si je fixe x1 à 1, 8 fois 1, donc je me retrouve avec 12, vous comprenez, 12 moins 8, donc j'ai x2 inférieur ou égal à 4. Mais pour la deuxième contrainte, si je fais 29 moins 6, ça me donne 23. Et 23 sur 6, ça fait ça. Tout à l'heure, j'avais 24. Non, oui, j'avais... Oui. Oui, j'avais 24 sur 6 qui me permettait d'arriver jusqu'à 4. Enfin, ça se joue ici. Vous voyez? Tout à l'heure, je pouvais mettre x2 égale à 4. Oui, à strictement parler tout à l'heure, j'avais 26 sur 4. Mais en tout cas, j'avais 4 et quelques tout à l'heure. Je peux revenir en arrière. Ici, j'avais 4,33. Et là, je passe de 4,33 à 3,4 machin, quelque chose strictement inférieur à 4. Donc, toute la branche est coupée tout de suite, parce que même la solution en nombre réel dans cette branche, elle va être 6 et quelques, inférieure à 7. Donc, grâce à ce décalage, le problème par branch and bound, il est un peu plus facile. J'ai une branche que je coupe plus vite. Okay. Donc vous avez vu la modélisation, vous avez vu les tableaux, vous avez vu ce qu'il exécute derrière un branch and bound, mais imaginez un branch and bound avec 1000 variables. Il risque de générer un gros arbre de décision, si vous voulez. Et c'est là que les solveurs vont se battre pour avoir des techniques pour explorer plus vite, générer plus vite, couper le plus de branches. Et pour ça, on va utiliser des techniques que je vais revenir sur le branch and bound la prochaine fois. Et sur certaines techniques qu'on appelle des coupes qui permettent de mieux approximer l'ensemble des points noirs, si vous voulez. Ouais, si je me fatigue un peu, je peux avoir, par exemple, je mélange un peu ces deux contraintes et si j'arrive à trouver je ne sais pas, si je génère ce type de contrainte, j'arrive à mieux approximer comme une zone réalisable linéaire l'ensemble de points noirs. C'est ça l'idée du jeu que je vais faire dans le reste à partir de la prochaine fois. Mais on passe, si vous voulez, au TP pour aujourd'hui. Sauf si vous auriez une dernière question ou remarque sur tout ce que vous avez vu avec moi jusqu'à maintenant, pour aujourd'hui. Pour le TP, je peux donner la solution soit ce soir, comme vous me demandez, ou soit la prochaine fois. Mais si je le fais la prochaine fois, ne m'oubliez pas d'ici 2 semaines. Parce que ça va être d'ici 2 semaines la prochaine fois. Question ou remarque, non? J'arrête? Ok.